Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je roule à 100 km/h. La distance de sécurité est de... Réponse A, 60 mètres. Réponse B, 100 mètres. Je respecte actuellement la distance de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, c'est une question très intéressante. Pourquoi ? Parce que à l'examen du code de la route, on va te demander de calculer certaines distances. Alors, sache que pour l'examen, tu as 6 distances à savoir calculer. Tout d'abord, la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance de sécurité. Ensuite, la distance d'arrêt. Également, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Ensuite, la distance de freinage. Et enfin, la distance de freinage sur sol mouillé. Alors, ici, on va parler de la distance de sécurité. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui sépare deux véhicules. Mais à quoi ça correspond exactement ? Ça correspond à la distance parcourue en 2 secondes. Alors, comment on la calcule ? Par exemple, ici, on roule à 100 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines. Ici, le chiffre des dizaines, c'est 10. Et on va tout d'abord le multiplier par 3. Donc, 3 fois 10, 30. Ce chiffre, on va le multiplier par 2. Donc, 2 fois 30, 60. Donc, à 100 km/h, la distance de sécurité est de 60 mètres. Ensuite, la deuxième question. Est-ce que je respecte la distance de sécurité actuellement ? Pour savoir ça, il faut regarder les lignes de rive à droite. D'accord ? Pour savoir si tu respectes la distance de sécurité dans ce cas-là, il faut que tu aies 2 lignes de rive qui te séparent avec le véhicule qu'il y a devant toi. Or, ici, on voit bien qu'on ne les a pas les 2 lignes de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas adaptée. Et elle n'est pas bonne. On ne la respecte pas. Donc, pour cette question, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 2. Pour gonfler mes pneus, je dois me référer à l'étiquette qui se trouve généralement sur le flanc de la portière avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir sur l'image, effectivement, sur le flanc de la portière avant, ou alors sur la notice du véhicule, tu pourras retrouver les pressions adéquates pour tes pneus. Alors, oui, mais comment lire cette étiquette ? Alors, c'est très simple. Ici, on a un exemple d'étiquette de pression des pneus. Il y aura tout d'abord 2 colonnes. La première sera pour les roues avant. La deuxième sera pour les roues arrière. Ensuite, on a 2 lignes. La première pour une charge normale et la deuxième pour un véhicule qui est vraiment chargé. D'ailleurs, tu peux voir, il y a
5 personnes plus 3 bagages. Donc, selon la position des roues et selon le chargement, tu auras des pressions différentes. Également, regarde bien ce qui a marqué ici. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Je pense que oui. Et ça, on l'a vu plusieurs fois dans la formation et même les vidéos YouTube. Ça, c'est les indices alphanumériques que tu retrouveras sur le flanc de la roue. Donc, la pression des pneus dépendra également du type de roue que tu as. D'où l'importance de savoir lire le flanc d'une roue. Parce que sinon, tu peux te tromper sur les pressions à appliquer à tes roues. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je dois me référer à l'étiquette qui se trouve sur le flanc de la portière avant? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Dans ce contexte, je réduis l'allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de rencontrer des ouvriers dans 900 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez l'indication qu'il y a juste au-dessus. Donc, on a un panneau de danger avec des ouvriers. Et il est marqué en gros, travaux à 900 mètres, soyez prudents. Donc, effectivement, ici, je vais réduire l'allure parce que je vais rencontrer des véhicules et des ouvriers de manière assez évidente, vu qu'il y a des travaux. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 4. Dans ce contexte, réponse A, je passe. Réponse B, je klaxonne et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors ici, tu vois, j'aime beaucoup cette question, elle est très intéressante. Donc là, on se retrouve sur une rue à double sens. Et on a en face de nous un camion qui est stationné, en fait, sur la chaussée. Qui prend la moitié de la chaussée. Et donc un artisan qui a l'air de monter dans son camion. En face de nous, on a une voiture noire qui s'approche de nous. Donc dans ce contexte-là, vous remarquez bien que ça va être compliqué de passer. Parce que si je passe, il va falloir que je morde sur la chaussée en sens inverse. D'accord? Et je risque de percuter donc la voiture noire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est en agglomération, donc il faut que je laisse en plus de ça 1 mètre d'écart de sécurité entre mon véhicule et le piéton qui est donc un usager vulnérable. Donc ici, il va falloir que je m'arrête, tout simplement. Donc je ne vais pas pouvoir passer. Hein. Encore moins klaxonner, il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ce que je fais, je m'arrête, j'attends soit que le véhicule démarre, donc le camion, soit que le véhicule noir en face de moi m'est définitivement croisé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C, je m'arrête. Question numéro 5. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, la plaque de gauche carrée avec les chiffres inscrits dessus indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. À droite, la plaque losange indique le type de matière dangereuse que ce véhicule transporte. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Je suis dans un état de fatigue prononcé. A. Je bois un café. B. Je me repose. Alors ça, c'est la chose que... J'aime beaucoup cette question parce que beaucoup de gens pensent que boire un café va leur permettre de sortir momentanément d'un état de fatigue. C'est faux. Vous savez, si... le café ne vous fera rien. Si vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Hein. Si vous avez faim, il faut manger. Et si vous êtes fatigué, il faut se reposer. C'est pas le café qui vous permettra de tenir. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Ce panneau indique une zone où le stationnement est réglementé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau, ça s'appelle un panneau de stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Eh bien, il signifie que du 1er au 15 du mois, tu es autorisé à stationner du côté impair de la route. Pour s'en souvenir, c'est très simple. 1, c'est impair, donc côté impair. Il signifie également que du 16 jusqu'à la fin du mois, tu es autorisé à stationner du côté pair. Pour s'en souvenir, c'est simple. 16, c'est pair. Alors, pour savoir c'est quoi le côté pair, c'est quoi le côté impair, c'est simple. Il faut regarder le numéro des appartements ou des maisons qui se situent sur le trottoir. Il faut juste que tu ouvres les yeux et que tu regardes. Alors, attention parce que il existe plein d'autres panneaux de stationnement qui ont des significations différentes et il faut que tu les connaisses pour passer l'examen du code de la route parce que ce sont des questions récurrentes. Donc je t'encourage fortement à aller dans la formation si par exemple tu viens d'apprendre quelque chose en regardant cette question. Parce que tu devrais pas normalement. Donc ici, pour répondre à la question, ce panneau indique bien une zone où le stationnement est réglementé. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Diminuer sa vitesse permet A. de moins polluer, B. de diminuer le risque d'accident, C. d'augmenter sa vigilance. Alors, diminuer sa vitesse va vous permettre tout d'abord de moins polluer. Plus vous allez vite, plus vous polluez. Certes également de diminuer le risque d'accident, car il y a une forte corrélation entre la vitesse et l'accidentologie. Deuxième, voire première cause d'accidentologie en France. Par contre, elle ne vous permettra pas d'augmenter votre vigilance. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 9. Je dois toujours actionner mes clignotants quand je quitte un stationnement. Oui, réponse A, non, réponse B. Ici, je peux quitter mon stationnement immédiatement. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, est-ce que je dois toujours actionner mes clignotants quand je quitte un stationnement? Eh bien oui. Il va falloir que vous préveniez les autres usagers de la route de votre intention de sortir de votre stationnement. Ensuite, ici, est-ce que je peux quitter mon stationnement immédiatement? Alors, si vous regardez le rétroviseur gauche, vous allez vous apercevoir que vous avez un vélo et un bus juste derrière. Alors ici, comment on fait pour quitter son stationnement? Ce que vous allez faire, c'est déjà, vous allez attendre que le vélo et que le bus passe. Une fois qu'il y aura personne sur votre rétroviseur, là, vous mettrez votre clignotant. Vous devrez alors vérifier votre angle mort, c'est-à-dire vérification en vision directe, et ensuite, vous allez pouvoir quitter votre stationnement en sécurité. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 10. Lors d'un accident avec dommages corporels, je dois, réponse A, protéger, alerter, secourir. Réponse B, secourir, protéger, alerter. Réponse C, protéger, secourir, alerter. Alors ça, c'est vraiment une question de cours qu'on voit souvent, soit dans la formation, soit dans les vidéos YouTube. Donc il y a un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est le PAS. P-A-S. Donc P pour protéger, A pour alerter, S pour secourir. Dans l'ordre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Lors d'un contrôle de police, la présentation de la carte d'immatriculation est obligatoire. Oui, réponse A, non, réponse B. La carte d'immatriculation doit être à votre nom. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, n'oublie pas, les documents obligatoires à présenter lors d'un contrôle de police sont le certificat d'immatriculation, le permis de conduire et la preuve du contrôle technique. Alors, concernant le nom mentionné dans la carte d'immatriculation, il peut être un autre nom. Vous pouvez par exemple emprunter un véhicule, donc il ne sera pas à votre nom. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 12. Je peux me garer dans cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Écoutez, là c'est vraiment de la connaissance des panneaux. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux véhicules motorisés, donc voitures, camions, cyclomoteurs, motocyclettes. Donc effectivement, je ne peux donc pas me garer dans cette voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. À 70 km/h, la distance d'arrêt est de réponse A, 49 mètres, réponse B, 80 mètres.
Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours pur et dur. Donc n'oubliez pas, il y a 4 distances à connaître, à savoir calculer: distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance parcourue durant le temps de réaction. Ça, c'est vraiment les 4 distances que vous devez savoir calculer. Donc, vous trouverez ça dans l'information en détail. Ici, on parle donc de la distance d'arrêt. Donc déjà, c'est quoi la distance d'arrêt? C'est quoi? Bah, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Donc c'est temps de réaction plus distance de freinage. Alors comment on la calcule? Bon, on la calcule très simplement. En fait, c'est en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même. Par exemple, ici, on roule à 70 km/h. Donc le chiffre des dizaines, c'est 7. Donc on multiplie 7 par lui-même. Donc 7. Donc ici, 7 fois 7, 49. Donc, la distance d'arrêt à 70 km/h est de 49 mètres. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 14. Ce panneau interdit l'accès aux poids lourds, oui réponse A, non réponse B, aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Oui réponse C, non réponse D. Alors, c'est quoi la signification exacte de ce panneau? Ce panneau est un panneau d'interdiction qui interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises. Que leur PTAC soit supérieur à 3,5 tonnes ou inférieur à 3,5 tonnes. Si tu ne sais pas ce que c'est que le PTAC, c'est-à-dire le poids total à charge, je t'incite fortement à aller te former dans l'information car tu devrais le savoir. Est-ce que ce panneau interdit l'accès aux poids lourds? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que automatiquement, un poids lourd, c'est un véhicule de transport de marchandises. Sinon, ce serait pas un poids lourd. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 15. Je dépasse ce poids lourd. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, avant de savoir si on dépasse ou pas ce poids lourd, il y a plusieurs questions à se poser. Sur quelle route je suis et quelle est la vitesse maximale autorisée sur cette route? Alors ici, comme vous le voyez sur la rive de gauche, on a des lignes de rive pointillées. Donc ici, on est sur une route à double sens. Quelle est la vitesse maximale autorisée sur une route à double sens? La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Or, si on regarde sur le tableau de bord, on voit qu'on est déjà à 80 km/h. Donc, on est déjà à la vitesse maximale autorisée. Donc, je ne dépasse pas ce poids lourd. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. L'utilisation du téléphone au volant est autorisée? Oui, réponse A, non, réponse B. A pour effet de diminuer le temps de réaction, réponse C. D'augmenter le temps de réaction, réponse D.
Alors, l'utilisation du téléphone au volant est totalement interdite. C'est une contravention de 4e classe qui est punie par une amende de 135 € et de 3 points de retrait. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'utilisation du téléphone au volant a pour effet d'augmenter le temps de réaction et donc d'augmenter les risques d'accident. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Je suis sur autoroute. La vitesse maximale d'un poids lourd est de A. 90 km/h, B. 110 km/h. J'ai passé ma période probatoire. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, vous devez savoir une chose. Sur autoroute, la vitesse maximale d'un poids lourd est de 90 km/h. Ça, c'est une obligation pour eux. Ensuite, deuxième question. J'ai passé ma période probatoire, je peux dépasser le camion. Alors, ici, on roule sur autoroute. N'oubliez pas ce document que vous pouvez retrouver dans la formation qui indique toutes les vitesses maximales selon les types de routes. Donc, je suis sur autoroute et en plus, j'ai passé ma période probatoire. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Le camion roule à 90 et moi, regardez, je roule à 122 km/h. Donc, effectivement, ici, je peux dépasser le camion. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 18. Dans cette situation, réponse A, je change de voie immédiatement. Réponse B, je freine brusquement. Réponse C, je me prépare à changer de voie. Alors ici, comme tu le vois, au loin, on a un véhicule d'intérêt général qui nous oblige, il y a un panneau d'obligation, à prendre la voie de gauche. Cependant, comme tu peux le voir, il y a des véhicules sur ma gauche et surtout, il y a un véhicule qui est en train de me doubler, comme on peut le voir dans le rétroviseur gauche. Donc surtout, je ne freine pas brusquement, cela n'a aucune utilité. Je ne change pas de voie immédiatement. Je me prépare à changer de voie. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 19. À partir de ce panneau, je peux rouler à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 100 km/h, réponse C. 70 km/h, réponse D.
Alors, ce panneau de fin d'interdiction te dit tout simplement que la vitesse maximale autorisée n'est plus de 70 km/h. Alors, la vitesse maximale autorisée sera celle qui est réservée à ce type de route. Sur quelle route on est ici ? On est sur une route, hors agglomération, à double sens de circulation. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Donc, je peux également rouler à 70 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 20. Je circule à 70 km/h sur route sèche. Ma distance de sécurité est de réponse A, 42 mètres, réponse B, 21 mètres. Ma distance de freinage est de réponse C, 28 mètres, réponse D, 38 mètres. Alors ici c'est vraiment une question pareille de cours qu'on voit souvent dans l'information, donc vraiment je vous conseille d'y aller si vous avez eu faux à cette réponse. Donc à 70 km/h, ma distance de sécurité est de 42 mètres et ma distance de freinage est donc de 28 mètres. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, par expérience, je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il y a une erreur à cette question. Alors, je vous rassure, il n'y a aucune erreur à cette question. Donc, les réponses sont bien les réponses A et C. Je le sais par expérience parce que... je sais par expérience que beaucoup de gens pensent qu'il y a une erreur à cette question. Parce que j'ai l'habitude, tout simplement. J'ai l'habitude. En fait, beaucoup d'entre vous confondent les notions. Vous confondez les notions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné aucune explication pour cette question. Donc pour ceux qui se sont soit trompés à cette question, soit qui ont pensé qu'il y avait une erreur à cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation. Ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas prêts. La formation, elle est là pour ça. Pour ceux qui veulent se former ailleurs, c'est très bien, formez-vous ailleurs, mais que ce soit dans une entreprise spécialisée qui soit sérieuse, pas dans une application gratuite. Donc, je répète encore une fois, il n'y a aucune erreur à cette question. Et on passe à la question suivante. Question numéro 21. En tournant à droite, je risque de rencontrer un piéton. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je tourne à droite, les piétons devront me céder le passage car le feu est vert. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors cette question elle est super intéressante parce que vous avez beaucoup de mal, surtout en conduite. Surtout en conduite. Alors, ici on est sur une intersection qui est gérée par une signalisation lumineuse. Il faut que tu saches que dans une intersection, les feux sont synchronisés. Alors, je m'explique. Ici tu vois donc une intersection gérée par une signalisation lumineuse. Si le feu est vert pour moi, ça veut dire qu'il est aussi vert pour les véhicules qui roulent en sens inverse sur cette même route. Dans le cas général, dans 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Si le feu est vert pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les rues perpendiculaires à l'intersection, le feu est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. Si le feu est rouge
pour la rue perpendiculaire, bah ça veut dire que le feu pour le piéton est vert. Donc, si, dans ce cas-ci, je tourne à droite, il y a de grandes chances que je puisse rencontrer un piéton. Et dans ce cas-là, il va falloir lui céder le passage. Pourquoi ? Bah parce que lui, il a le feu piéton au vert. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 22. Je viens tout juste d'acheter un véhicule neuf. Le prochain contrôle technique sera dans A. 2 ans, B. 4 ans. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours et c'est une question redondante dans les examens nouvelles réformes. Donc, lorsque c'est un véhicule neuf, c'est 4 ans. Après les 4 ans, bah, c'est tous les 2 ans. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Dans cette situation, les pneus neige sont réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Alors ici, comme tu peux le voir, on est dans une situation où la route est enneigée. Cependant, aucune signalisation t'oblige à mettre tes pneus neige. Les panneaux qui t'obligent à mettre les pneus neige, c'est le panneau d'obligation ou bien le panneau d'entrée de zone d'équipement hivernaux obligatoire. Cependant, on voit qu'il y a quand même une fine couche de neige sur la route. Et là, les pneus neige sont très pertinents et conseillés. Même, je dirais même, sont plus conseillés que des chaînes. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. La signalisation indique réponse A, un pont mobile, réponse B, un débouché sur un quai ou une voie sur berge. Alors, ce panneau de danger annonce un débouché sur un quai ou une voie sur berge. À ne pas confondre avec le panneau qui annonce la présence d'un pont mobile. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. Le véhicule de police et son escorte sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches une chose. En fait, il y a deux types de véhicules d'intérêt général. Il y a les véhicules d'intérêt général prioritaire et il y a les véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de ceux qui bénéficient d'une facilité de passage. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille d'aller dans la formation. Donc ici, la police fait partie des véhicules d'intérêt général prioritaire. Vous avez la police,
tous les véhicules de police, hein. Ça peut être les véhicules, par exemple, pénitentiaires. Donc la police, vous avez la gendarmerie et vous avez tout aussi les véhicules hospitaliers, comme le SAMU ou le SMUR. Alors, ils sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaires seulement lorsqu'ils sont en intervention. Ici, si vous regardez bien, on a un motard qui escorte le cortège, et derrière, on a le cortège constitué de véhicules qui ont leur gyrophare. Donc, ils sont bien en intervention. Donc ici, dans ce contexte, donc, le véhicule de police et son escorte sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. L'ABS permet, réponse A, de réduire la distance de freinage en cas de freinage d'urgence. Réponse B, d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Alors, déjà, l'ABS, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ABS, ce sont les initiales pour anti-blocage système. Ou sinon, hein, plus simplement, c'est anti-blocage des roues. Donc, c'est un système qui va éviter que tes roues se bloquent lors d'un freinage d'urgence. Alors, pourquoi ce système? Regardez cette petite vidéo. Lorsque vous freinez d'un coup, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas d'ABS? Vos roues vont se bloquer. Ce qui va entraîner, en fait, une perte de la manœuvrabilité du véhicule. Et donc, la voiture elle va partir dans tous les sens parce que vos roues seront bloquées. Qu'est-ce que va apporter l'ABS? L'ABS, ce qu'il va faire lorsque vous allez appuyer à fond sur le frein, c'est que en fait, il y a un système à l'intérieur qui va faire en sorte que les roues ne se bloquent pas. Donc c'est un système qui va agir sur les plaquettes de frein et qui va en fait faire en sorte de bloquer les roues par intermittence, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et qu'est-ce que ça va permettre ça? Eh bien ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle du véhicule et donc une meilleure manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Donc, l'ABS va permettre d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas réduire la distance de freinage, en aucun cas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. En période probatoire, je roule sur cette autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D, 130 km/h. Alors, ici, peu importe que vous soyez en probatoire ou hors probatoire, comme vous le remarquez, on a une très faible visibilité. D'ailleurs, on a une visibilité qui est à peine de quelques mètres. Elle est inférieure à 50 mètres. Et lorsque, sur une route, ou même, peu importe la route, en agglomération ou hors agglomération, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos
pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 28. Question numéro 20. Pour conduire, votre acuité visuelle doit être au minimum de 7 dixièmes à chaque œil. Réponse A. 8 dixièmes au total. Réponse B. 5 dixièmes au total. Réponse C. 4 dixièmes à chaque œil. Réponse D. Alors, l'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un petit objet situé à une certaine distance. En général, on mesure ça chez un ophtalmologue. À ne pas confondre avec le champ visuel, qui est un concept totalement différent, qui lui est la proportion de l'espace vu par un œil regardant droit devant lui. Si vous voulez connaître la différence entre l'acuité visuelle et le champ visuel, je vous invite à aller dans la formation. C'est important parce qu'effectivement, il y a énormément de questions en examen officiel sur le champ visuel, l'acuité visuelle. En France, il faut une acuité minimale de 5 dixièmes au total pour pouvoir conduire. La bonne réponse est donc la réponse C. Question numéro 29. Cette signalisation verticale indique réponse A, un obstacle, réponse B, une intersection. Alors, je suis sûr que vous vous posez la question, c'est quoi une signalisation verticale? Alors, une signalisation verticale, ça va être toutes les signalisations qui sont verticales, c'est-à-dire les feux, les panneaux, les balises et les bornes. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle une balise. Alors, celle-ci, c'est une balise d'obstacle. Elle indique un obstacle sur la chaussée. Une balise d'intersection ressemblera à ça. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Les documents obligatoires à bord du véhicule sont réponse A, la carte grise, réponse B, l'assurance du véhicule, réponse C, le permis de conduire, réponse D, le procès-verbal du contrôle technique. Alors, tu dois savoir qu'il y a seulement 3 documents obligatoires à avoir dans ton véhicule. Tout d'abord, ça va être le permis de conduire. Ensuite, ça va être la carte grise et également la preuve du contrôle technique valide. Tu n'as pas besoin de montrer ton procès-verbal du contrôle technique. Tu as seulement besoin de montrer une preuve, c'est-à-dire de montrer soit la vignette, soit le timbre qui est collé sur la carte grise. Également, tu n'es pas obligé de posséder l'assurance du véhicule à bord du véhicule. Maintenant, depuis avril 2024, les policiers ont à leur disposition un fichier des véhicules assurés. Donc, d'ailleurs, il s'appelle le FVA, fichier des véhicules assurés. Donc, ils savent si tu es assuré ou non. Donc, c'est plus obligatoire de l'avoir depuis avril 2024. Donc, pour répondre à la question, les documents obligatoires à bord du véhicule sont réponse A, la carte grise, et réponse C, le permis de conduire. Les bonnes réponses sont les réponses A et C.
Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours ». Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 31. L'ordre correct d'installation est réponse A, siège, rétro, ceinture. Réponse B, ceinture, rétro, siège. Alors ici, c'est une chose qu'il faut savoir. La procédure d'installation, c'est d'abord le siège, ensuite le rétro et après la ceinture. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. Je suis prioritaire. Réponse A, seulement sur cet axe routier. Réponse B, à la prochaine intersection seulement. Réponse C, sur toute l'agglomération. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais il faut savoir une chose avant de répondre à la question. Lorsque vous rentrez dans une agglomération, vous allez avoir un panneau d'entrée d'agglomération, comme ici le panneau de Valory. Tous les panneaux qui se situeront au-dessus, en dessous et parfois même à l'intérieur du panneau d'entrée d'agglomération signifient que ces prescriptions sont valables sur toute l'agglomération. C'est-à-dire, par exemple, ici, on a un panneau de route prioritaire au-dessus du panneau. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous êtes prioritaire sur toute l'agglomération de Valory. Alors ça peut paraître étrange comme ça, mais il faut savoir que en France, il y a des villes en fait qui sont des petites bourgades qui font même pas 100 mètres de large. Vous les traversez en 10 secondes. Donc en fait, il y a une rue principale, en général c'est une départementale, et vous avez 2-3 rues perpendiculaires. Et tout ça, c'est la ville. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ici ? Il va se passer que vous serez prioritaire partout, en règle générale. Voilà. Et quand vous ne serez pas prioritaire, il y aura des panneaux qui vous diront que vous n'êtes pas prioritaire. Par exemple, il y aura un stop. Par exemple, il y aura un céder le passage. Ou par exemple, il y aurait un panneau de
fin de priorité. Mais de manière générale, vous serez prioritaire sur toute l'agglomération. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 33. Certains rétroviseurs intérieurs ont une position de nuit. Oui, réponse A, non, réponse B. Certains rétroviseurs intérieurs s'assombrissent automatiquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors effectivement, il y a des rétroviseurs intérieurs qui ont une position de nuit pour pas être éblouis la nuit par les usagers qui sont derrière nous. Et même, dans les modèles les plus récents, le rétroviseur intérieur se met en mode nuit, c'est-à-dire qu'il s'assombrit automatiquement. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 34. Si je dépasse de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, j'encours. Réponse A, un retrait de 2 points. Réponse B, une amende seulement. Alors, si tu dépasses de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, tu seras sanctionné par une amende et un retrait de 2 points sur ton permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. Lors d'un accident avec dommages corporels, j'informe les secours. Réponse A, de l'identité des blessés. Réponse B, du nombre de blessés. Réponse C, de leur état. Réponse D, de l'adresse de l'accident. Alors, lorsque vous alertez les secours, il va falloir faire ce qu'on appelle un pré-diagnostic. Alors, on ne vous demande pas d'être médecin, on vous demande 2 choses. La première chose, c'est d'informer les secours sur le lieu exact de l'accident. La deuxième chose, c'est d'informer les secours sur l'état des blessés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que donner l'adresse d'un accident ? C'est être le plus précis possible. Si l'accident a lieu en ville, alors là c'est très simple, vous leur donnez l'adresse exacte. Il y a des plaques de rue qui donnent le nom de la rue et vous regardez les numéros qu'il y a sur les maisons ou les appartements. Alors, plus compliqué, si vous êtes sur route ou autoroute. Là, ce qu'il va falloir leur donner pour avoir une localisation la plus précise possible, c'est les indications qu'il y a sur la borne kilométrique. Vous vous souvenez, on a vu ça très souvent, notamment dans la formation. Il y a des bornes kilométriques sur les routes et les autoroutes. Il faut seulement que vous lisiez cette borne kilométrique. Également, il faut aussi donner le sens de la route dans lequel vous êtes. Ensuite, concernant l'état des blessés, on va vous demander des choses très simples. Déjà, le nombre de blessés. Ensuite, leur état de conscience, s'ils sont conscients ou inconscients. Leur état respiratoire, s'ils respirent ou non. Et également, s'ils ont des hémorragies externes. Ici, j'informe les secours A de l'identité des blessés. Non, ça c'est totalement impertinent comme information. Du nombre de blessés, très pertinent comme information.
de leur état et également de l'adresse de l'accident. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 36. Le système parc assist permet de trouver un emplacement pertinent automatiquement. Oui, réponse A, non, réponse B. De manœuvrer le stationnement automatiquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors effectivement, le système Park Assist permet de repérer une place automatiquement, mais également de manœuvrer le stationnement automatiquement. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord, les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 37. En état de somnolence, le risque d'accident est multiplié par réponse A, 3 à 4, réponse B, 9 à 10. La fatigue est responsable d'un tiers des accidents de la route. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, c'est une question vraiment de cours, donc vous retrouverez ce document dans la formation, un document que je vous partage. Donc effectivement, le risque d'avoir un accident en état de somnolence est multiplié par 3 ou 4. Et il faut savoir aussi que la fatigue est un facteur d'accidentologie assez important car elle représente un tiers des facteurs d'accident. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 38. Ce panneau indique une priorité à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors
Alors évidemment, c'est l'un des panneaux les plus connus. Ce panneau indique bien une priorité à droite à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 39. J'approche d'un passage piéton. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques, donc on a un passage piéton à quelques mètres de nous, et à droite, on a des bus qui sont à l'arrêt. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que il y ait des piétons que tu ne vois pas devant le bus qui s'apprêtent à traverser et qui auront donc la priorité. Donc ici, ce qu'on fait par mesure de sécurité et par manque de visibilité, on va ralentir. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Une conduite agressive entraîne une surconsommation pouvant aller sur route. Réponse A jusqu'à 70%. Réponse B jusqu'à 20%. En ville. Réponse C jusqu'à 30%. Réponse D jusqu'à 40%. Une conduite agressive peut entraîner une surconsommation pouvant aller jusqu'à 20% sur route et 40% en ville. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.